Les tests hivernaux de MotoGP sont terminés. Je vais dans cette vidéo vous parler de cette dernière journée, de ces dernières journées qui se sont déroulées au Qatar afin que vous ayez toutes les cartes en main avant de commencer cette nouvelle saison 2024 de MotoGP début mars, première course au Qatar. Ça va être tout simplement exceptionnel. Je commence par Honda car ils ont fini dernier de ces dernières journées de test. Je vous le rappelle, 17e, 18e, 19e, 20e, les 4 pilotes Honda tout au fond de la grille, mais ça ne reflète pas vraiment la physionomie, la philosophie aussi de Honda dans ce tout début de saison. Je vous le dis, il y a de très bonnes choses. Les retours des pilotes sont très bons. Les commentaires à la presse, les commentaires aux écuries, les pilotes sont positifs et ce, quelle que soit l'écurie, donc que ce soit l'écurie satellite Zarco Nakagami ou alors Mir et Marini, tout le monde est positif, le projet se porte à merveille. Certes, les résultats ne sont pas vraiment là et pour l'instant, ils ne brillent pas, mais pour l'instant, ils sont tout en bas de l'échelle. Ils sont tout au début du projet et ça se passe très très bien. Il n'y a que de la progression possible et la limite semble encore très très loin. Donc c'était positif au Qatar. Qu'est-ce que Honda a travaillé? Eh bien ils ont travaillé notamment le manque d'appui aérodynamique. C'était le gros problème sur ces 2 jours de test. Et pour pallier à ça, nous avons vu de gros ailerons, de très très gros ailerons, énormes ailerons arrière double étage, énorme aileron avant. Alors c'est très très gros, je ne trouve pas ça très joli effectivement, mais en tout cas on se rend compte des efforts et on voit une vraie différence entre les différents packages aéro. Et alors pourquoi utiliser ces types d'ailerons? Tout simplement, ces gros ailerons à l'avant vont permettre d'éviter que la moto ne se lève, que la roue avant se lève et donc que la moto perde de la vitesse, que l'anti-wheeling entre en compte, que l'électronique diminue la puissance moteur pour que la roue avant en fait eh bien, ne décolle pas trop du sol. Donc beaucoup plus d'appui à l'avant pour éviter que la moto ne cabre et beaucoup plus d'appui à l'arrière avec ce gros deuxième étage qui a été ajouté sur les motos. Franchement, c'est énorme. Là, on a peut-être le plus gros aileron, les plus gros ailerons, c'est sûr, de toutes les motos GP confondues. Eh bien, ce double étage va permettre d'apporter de l'appui sur l'arrière de cette moto afin d'avoir un maximum de traction. Ça va aussi servir sur les phases de freinage. Bien sûr, là, on est plus présent, la moto est plus présente dans l'air, donc va mieux ralentir tout simplement grâce tout simplement à la traînée aérodynamique, tout simplement à la résistance à l'air. Donc voilà, ça va aider, ça va stabiliser, mais par contre, voilà, c'est un compromis à faire. Plus de stabilité en ligne droite, plus de stabilité par exemple au freinage, plus d'appui aux accélérations, mais ça va jouer sur la maniabilité, l'agilité de la moto, elle va être moins maniable, moins agile, c'est logique. Donc voilà, c'est un compromis, tout est histoire de compromis en MotoGP. Donc il va falloir faire le bon truc en fonction des bons circuits. Voilà, gros aileron, petit aileron, mais en tout cas, ça a été l'axe principal de travail pour Honda. Comme Zarco l'a dit, les chronos ne reflètent pas vraiment les capacités de Honda. Zarco, Marini, Mir, Nakagami ont tous été positifs et dans cette dernière journée, certes, ils finissent un petit peu loin au niveau du classement, mais Mir était malade, Zarco n'a pas non plus forcé sur le time attack, donc le début de saison risque d'être compliqué, mais à long terme, je vois de très très belles choses pour Honda. Pour l'instant, pas de faux pas au niveau du nouveau projet et pas de mauvaises idées, tout à l'heure de bien se dérouler et voilà, on améliore la moto, il y a des upgrades, de l'aéro, ceci, cela qui arrive petit à petit et ça fait vraiment plaisir de voir Honda repartir et surtout Zarco dans un nouveau projet et qui se sent très très bien. Nous arrivons au point négatif, au faux pas et bien sûr je vais parler de Yamaha. Tout simplement, Quartararo est devant toutes les Honda, on va dire à peu près depuis le début des tests, que ce soit pendant le shakedown, à Sepang ou ici au Qatar, Quartararo devance les Honda. Mais le problème, c'est que Yamaha et Quartararo et Rins semblent déjà à la limite de la moto et à la limite des pilotes alors que Honda n'est qu'au tout début de son projet. Ils viennent de reprendre à zéro. Donc, on est vraiment sur 2 philosophies différentes et un niveau
à peu près équivalent. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au Qatar pour Yamaha? Eh bien, nous avons vu du travail sur les carénages latéraux, mais surtout du travail sur cette boucle arrière qui se rapproche très fortement de celle de Ducati et un nouveau système d'échappement. Donc, ce nouveau système d'échappement, il est là pour améliorer la fluidité de la transmission de la puissance moteur. C'est-à-dire que la puissance va être transmise un peu mieux grâce à ce nouveau système d'échappement. Donc ça va être plus fluide, ça va être plus smooth, plus agréable et plus performant pour les pilotes. Donc que du positif avec ce nouveau système d'échappement qui, de ce que j'ai vu, a l'air de plutôt bien fonctionner. Et il y a aussi donc ce travail sur l'aéro, notamment de cette boucle arrière avec ces 3 ailerons verticaux à la Ducati, mais là vraiment c'est fait pour apporter de l'appui, c'est fait pour être bien plus présent que le petit aileron qu'on avait jusqu'à présent. Le gros problème de cette Yamaha reste le time attack, un peu comme à Sepang. Eh bien oui, la Yamaha a des difficultés de faire ce petit plus au niveau de la puissance moteur, du grip, de l'aéro, de tout. En fait, elle n'a pas ce petit plus quand elle passe les pneus neufs pour faire un tour. Donc les tours sont plutôt bons dans les longs relais. Quartararo et Rins arrivent vraiment à faire de très belles choses, notamment Quartararo qui continue de nous montrer que c'est un grand pilote. Mais c'est vrai que la moto ne suit pas et quand il faut améliorer les chronos sur un seul tour, eh bien les chronos ne descendent pas vraiment car il n'y a pas ce petit plus avec les pneus neufs. La puissance n'est pas beaucoup plus présente, il n'y a pas plus d'aéro, on ne peut pas aller beaucoup plus vite sur un tour que pendant plusieurs tours. Donc voilà. Yamaha n'est vraiment pas encore à jour sur ce point-là et c'est vraiment dommage parce que c'est le plus gros problème en ce moment. Je vais donc finir assez rapidement, tout simplement parce que, eh bien, il y a quand même un peu de positif, mais le négatif prend le dessus. La VMAX semble être là quand même. Le châssis, l'aéro, ça a l'air de suivre avec ce nouveau projet. Les pilotes font de très très bon travail. Donc sur les relais, je pense que ça va le faire. Mais c'est vrai que le projet à long terme ne me semble pas vraiment viable. Rins qui continue sa progression très discrètement et très souvent au fond du classement malheureusement. Difficile de montrer ses grandes capacités sur le time attack vu que la moto ne le permet pas. Mais donc Yamaha, ça me semble peut-être un peu mieux sur ce début de saison, mais plus compliqué à long terme. Troisième constructeur, et dans cette vidéo, je suis obligé de les placer avant Aprilia. KTM s'est fait démolir sur un tour face aux autres concurrents. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'ils semblent tous assez positifs, assez convaincus du potentiel de la moto et des pilotes. Alors moi, je reste assez dubitatif en voyant l'écart de performance sur un tour qu'on a eu aujourd'hui, dans ces derniers jours au Qatar. Et donc voilà, donc KTM semble positif. Binder, Miller, je n'ai trouvé que des retours positifs, que du positif, c'est le mot chez KTM. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, dans cette dernière journée, ils ont travaillé voilà, les setups. Chaque pilote a trouvé à peu près son package aérodynamique. Tout le monde a l'air satisfait de ce qu'il a. Binder n'a pas pu réaliser un énorme tour chrono car il a été gêné dans tous ses tours rapides, dans toutes ses tentatives de time attack. Et Jack Miller s'est rasé la barbe. Je sais que ça n'a rien à voir. Je sais bien sûr que ça n'a rien à voir, mais j'ai été très stressé quand j'ai vu ça. Et voilà, donc Jack Miller, Brad Binder, que du positif. Voilà, fin du débat. Après, qu'est-ce que ça va donner sur un week-end de course? Ça va être très différent. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne trouve pas grand-chose à redire, même si les chronos de Miller ne m'ont pas paru incroyables tout au long de ces tests. À voir en course, ça se trouve, ils n'ont pas tout donné, ils nous cachent peut-être des choses. Peut-être que les journées étaient peut-être plus tournées sur les longs relais. Il y a eu du long relais, apparemment ça s'est très bien passé. De la simulation de course sprint, de la simulation de course principale. Donc toutes les simulations se sont très bien passées. Et voilà, que du retour positif. Donc je suis agréablement surpris, mais un peu stressé quand je vois les résultats, je ne vais pas vous mentir. Ils sont un petit peu loin là pour le coup. Du côté de chez GazGaz, par contre, j'ai quelque chose à dire. Voilà, tout d'abord, Augusto Fernandez. Invisible. Alors, je ne sais pas si c'est la mauvaise moto, s'ils se sont trompés, ils ont mis une 2021. Je ne sais pas. Ça se trouve, il ne s'adapte pas du tout à la KTM 2024-2023 avec tous les changements. Mais en tout cas, Augusto Fernandez invisible, pulvérisé par son coéquipier, très loin des KTM officiels. Donc j'espère que c'est vraiment juste le Qatar qui ne lui plaît pas ou une mauvaise passe.
mais là, je n'ai pas d'explication. Les retours ne semblent pas catastrophiques non plus, mais c'est vrai qu'il est déçu, qu'il n'est pas satisfait, qu'il n'a pas trop de feeling avec la moto. Donc, va vite falloir se rattraper parce que tout simplement, c'est le dernier pilote. Il est bon dernier dans cette dernière journée du Qatar. Donc là, Augusto Fernandez, j'attends un peu plus de sa part parce que là, pour l'instant, j'ai juste peur. De l'autre côté du box, Pedro Acosta. Alors, j'ai été un peu surpris parce que j'ai vu des commentaires qui disaient, des commentaires, des articles, des choses qui disaient qu'il avait été décevant dans ses tests au Qatar. Mais je n'ai pas trop compris parce que, je vous le rappelle encore une fois, on peut attendre de grandes choses. On peut être optimiste, mais je pense qu'on doit rester objectif au vu de la situation. On parle d'un pilote de 19 ans qui a du coup à peu près 10 jours de MotoGP derrière lui, 10 jours de MotoGP derrière lui. Et avec le chrono qu'il a établi dans la dernière journée de test au Qatar, il aurait été dans le top 5 en qualification l'année dernière. Il n'est qu'à 1 ou 2 dixièmes du record du tour du circuit, de l'ancien record du tour du circuit, et il n'est qu'à 1 seconde du temps stratosphérique de Francesco Bagnaia. Donc je ne vois pas vraiment en quoi c'est décevant, notamment qu'il a beaucoup roulé. Il a aussi fait beaucoup de tests sur de la simulation de sprint, sur de la simulation de course, et ça a été très positif quand on voit dans les simulations de sprint, par exemple, je crois qu'il avait été le 9e pilote le plus rapide en sprint. Donc, super simulation. Et en plus, c'est des tests, je vous le rappelle, en fonction de quand vous roulez, comment vous roulez. Le time attack, vous le faites, vous ne le faites pas. Mais Pedro Acosta a été positif. Il semble bien s'habituer à la moto. Encore une fois, 10 jours de MotoGP derrière lui, ce qui est très très peu. Et il est, voilà, donc derrière Fabio Quartararo, il est 15e, certes, mais ce n'est pas choquant. Il n'est pas à la ramasse. Donc franchement, je ne comprends pas trop comment on peut être déçu. Pour moi, c'est vraiment un pilote qui m'a impressionné tout au long de ces tests et même ces derniers jours, quand on s'attarde pas seulement au classement de fin de journée, où certains se sont vraiment focus sur le time attack et sont sortis pile au bon moment et d'autres un peu moins. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour GasGas, mais Pedro Acosta en tout cas ne retient que du positif et il a l'air assez confiant. Il a donné des déclarations qui montrent qu'il est confiant pour ce début de saison. La surprise de cette dernière journée des tests du Qatar est bien tout simplement Aprilia qui place 3 motos dans le top 6, autant que Ducati. Donc là, grosse performance de la part d'Aprilia et on a vu de très belles choses. Donc Aleix Espargaro continue le développement avec la Aprilia, ça se passe très bien. Tout a l'air de bien fonctionner, la moto est compétitive, que ce soit sur le time attack ou les simulations de course ou de sprint. Donc là, tous les points sont bons. On retient tout de même de la part d'Espargaro ce manque de reprise, de couple, de puissance en sortie de virage. Donc voilà, petit manque ici, peut-être quelque chose à aller chercher supplémentaire, mais c'est le seul point négatif que j'ai trouvé. Au niveau des deux autres pilotes qui ont une RS GP24, pardon, eh bien, ils sont revenus, eux, sur une boucle arrière de 2023. Le diffuseur, la nouvelle boucle arrière, la nouvelle philosophie aérodynamique ne plaisait pas ni à Oliveira ni à Viñales. Je crois que j'ai lu, le feeling n'était pas assez bon, ça apportait beaucoup d'appui, certes, ça apportait beaucoup de force vraiment sur cette boucle arrière et ça n'a pas plu ni à Oliveira ni à Viñales. Espargaro s'en sort très bien avec. Mais on a vu que les chronos ne sont pas si loin pour Viñales et Espargaro. Donc, franchement, là, c'est du feeling. Et donc, chaque pilote doit s'adapter et adapte la moto, ce qui est possible de faire. Car Aprilia laisse la possibilité aux pilotes de choisir leur propre setup aérodynamique. Donc là, c'est une très bonne chose. Et pour Raúl Fernandez, alors là, chapeau. De retour de blessure, je vous le rappelle. P5 Raúl Fernandez. Incroyable, il s'entend très bien avec cette RS GP23, donc la moto de l'année dernière, et ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc que du positif chez Aprilia, je ne sais pas quoi dire de plus, à part les belles surprises, super belles surprises quand même. Et pour les fans d'Oliveira, donc là, il y a peut-être que moi que ça concerne, mais il est en difficulté. Voilà. Pour ceux qui se demandent, on ne le voit pas en haut du classement. Eh bien non, parce qu'il est en difficulté. L'adaptation est très longue avec cette nouvelle moto. Le feeling n'est pas vraiment présent. Il y a plein de phases du pilotage où Oliveira n'est pas encore bien calé avec cette RSGP 24. Donc voilà, moi je suis dans l'attente comme vous. Ça va venir. Il l'a dit qu'il était assez confiant quand même. La moto était meilleure que l'année dernière. Et bien forcément, il doit s'adapter maintenant.
2-3 courses, j'espère. Je ne sais pas. On passe à Ducati. Dernier point, et je suis désolé de vous l'annoncer, mais Ducati sera champion du monde en 2024. Sachez en tout cas que la GP24, donc la Ducati de 2024 pour cette saison, pour tous les pilotes, est meilleure sur tous les points, je dis bien, que la Ducati de l'année dernière qui avait déjà écrasé tout le monde. Et en plus, le pire dans tout ça, le pire, c'est qu'elle convient à tous les pilotes qui roulent la GP24. C'est avec ça, on n'est pas dans le pétrin là. Bagnaia, invincible. Des tours de qualif, que ce soit à Sepang ou eh bien tout simplement au Qatar, il a pulvérisé mais tous les records. Et en simulation de course, croyez pas qu'il se la traîne, hein. Vraiment, ça bombarde. Franchement, Bastianini, l'autre pilote officiel Ducati, il est dans sa roue à Sepang. Au Qatar, donc Bastianini, pareil. En fait, c'est Bagnaia, juste un tout petit peu derrière, et en plus discret parce qu'il n'est pas champion du monde. Martin, de son côté, avec sa GP24 et le team Pramac, eh ben, il n'est pas en reste, hein. Il est là, vraiment. Martin est très, très performant. Donc, les 3 pilotes avec une GP24 exceptionnelle. Si les autres constructeurs que j'ai cités avant ont amélioré leur moto, Ducati a fait la même chose. Ils ont fait le même bond en avant, tout simplement, voire pire, car tous les pilotes, mais alors, il n'y en a pas un des 3 là qui n'avance pas, hein. Vraiment, ils avancent tous. Donc, si pour les fusées là que je viens de dire, là, tout simplement, c'est bon pour vous, eh bien, on passe au GP23. Et là, les GP23, c'est pas la même embrouille. Là, c'est un peu plus l'embrouille, justement. Bezzecchi, des difficultés jusque-là, mais aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Il commence à s'habituer vraiment, mais alors, il n'est pas du tout à son plein potentiel. Et il le sait, il n'utilise pas non plus le potentiel de la moto à son maximum. Donc, Bezzecchi, ça vient, c'est de mieux en mieux, mais pour l'instant, il est clairement pas prêt pour jouer quoi que ce soit en termes de haute position, tout simplement. Alex Marquez, c'est la même chose, très très bon à Sepang, mais là, plus en difficulté. Il l'a dit qu'il n'était pas encore à fond avec la moto, le feeling n'est pas 100% présent. Donc voilà, Alex Marquez, Bezzecchi, c'est un peu en difficulté au Qatar, c'est un peu en difficulté avec la moto en général. Du côté de DJA, eh bien, c'est des tests, ce sont des tests tout simplement réussis, réguliers, pas trop dans le top du classement, mais c'est régulier. Il a l'air de bien se sentir, il continue d'apprendre avec cette moto et cette nouvelle écurie. Donc pour l'instant, je vois de belles choses et il en sort que du positif. Et Marc Marquez a tout donné cette dernière journée. Il a pris tous les risques, il l'a dit, c'était la journée pour prendre tous les risques tout simplement. Et ça a donné de belles choses, un très très bon chrono. Voilà, on voit le potentiel de Marquez, on sait de quoi il est capable maintenant. Selon moi et selon lui aussi, voilà, on partage le même avis en tant que connaisseur, voilà, on s'est un petit peu parlé. Eh bien, il reste quand même derrière les GP24, ça se voit. Je pense que pour les rattraper, il va vraiment falloir un plus au niveau du pilotage, plus que sur la moto, parce que la GP24 semble incroyable. Mais en tout cas, voilà, Marc Marquez nous montre qu'il est vraiment présent et que dès la première course, ça risque de jouer la première ligne en qualif. Et pourquoi pas un petit podium dans la sprint et dans la course principale. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les cartes en main tout simplement pour commencer cette nouvelle saison. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, dites-les-moi, posez-les-moi en commentaire et moi je vais vous poser une question. Voilà, c'est un système de dialogue en fait. Qui vous a le plus impressionné dans ces essais? Voilà, que ce soit Qatar plus Sepang, hein, tout simplement tous les essais hivernaux, qui vous a le plus impressionné et qui vous a le plus déçu? Moi, impressionné, je dirais Pedro Acosta, bien sûr. Qatar, incroyable. Shakedown, incroyable. Sepang, incroyable. Tout incroyable. Et Johann Zarco qui mène vraiment ce projet Honda. Là, franchement, Johann Zarco, très très bon avec Honda. Que du positif. Donc, je suis très surpris. Il s'est très bien adapté. Il a l'air de vraiment bien aimer ce nouveau projet, de bien aimer la nouvelle moto et surtout de pouvoir performer assez facilement et assez rapidement. Donc ça, vraiment, agréablement surpris. Et du côté de la déception, je dirais Augusto Fernandez, que je n'ai pas vu en fait, je n'ai pas vu une photo, je n'ai pas vu un article, je n'ai rien vu. Et quand on n'a rien sur un pilote, eh bien c'est mauvais signe. Voilà, merci d'avoir regardé, c'était Théo, ciao.